Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'enseignement des faits ELIGIEUX dans les manuels d'histoire. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-56-847-1. EAN 9 782 296 568 471. VERONIQUEDEN-EUCHE. L'enseignement des faits religieux dans les manuels d'histoire. PREFACE de Claude LELIEVRE. L'Harmattan. Historique. Dirigé par Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant une forte dimension historique, sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux. Alain Cohen, Le Comité des inspecteurs de la salle, 2011. Franck Lafage, Le théâtre de la mort, 2011. Clément Lebowitz, L'entente Chamberlain-Hitler, 2011. Peter Hoskins, Dans les pas du prince noir. Le chemin vers Poitiers 1355 à 1356, 2011. Janine Olmy, Longwy 1979, Pour que demeure la vie, 2011. Fabrice Mouton, L'homme et la montagne, 2011. Fernando Monroyavella, Le timbre-poste espagnol et la représentation du territoire, 2011. François Valérian, Un prêtre anglais contre Henri IV, Archéologie d'une haine religieuse, 2011. Manuel DURANDBARTHZ, De Sedan à Sarajevo. 1870 à 1914, Mésalliance cordiale, 2011. Pascal Meyer, Hippocrate et le sacré, 2011. Sébastien Évrard, Les campagnes du général Lecourbe, 1794 à 1799, 2011. Jean-Pierre Hirsch, Combat pour l'école laïque en Alsace-Moselle entre 1815 et 1939, 2011. Yves Charpie, Paul Meunier, Un député au bois victime de la dictature de Georges Clémenceau, 2011. Jean-Marc Casillac, Jeanne d'Évreux et Blanche de Navarre, 2011. André Fourès, L'école du commissariat de la marine, Brest 1864 à 1939, Regard sur 70 promotions et 1 millier d'anciens élèves, 2010. Nenad FEJIC Dubrovnik, Raguse au Moyen-Âge, Espace de convergence, espace menacé, 2010. PREFACE. Depuis une bonne quinzaine d'années déjà, les injonctions à ce qu'il y ait un enseignement des faits religieux, voire du fait religieux, se sont succédées de façon récurrente et ont semble-t-il eu un effet au bonheur plus ou moins incertain dans la réalité du fonctionnement scolaire, dans l'enseignement de l'histoire en particulier. Mais n'y avait-il rien de cet ordre auparavant ? Si la réponse s'avère positive, que signifient vraiment ces injonctions ? Et ne pourrait-on aussi tirer quelques leçons de ce qui existait avant les mises en œuvre plus ou moins déterminées de l'enseignement des faits religieux, nouveaux, réclamés et décidés ces derniers temps ? Le champ étant particulièrement vaste, Véronique Deneuch s'est focalisée sur l'étude certes restreinte, mais exhaustive et méthodique, de la façon dont les manuels d'histoire de 6e et 5e de la Ve République ont traité les 3 monothéismes. Sa thèse, soutenue en juin 2010 à Paris 5, et qui a reçu à l'unanimité du jury la meilleure mention, lui a demandé un travail considérable d'investigation et de décryptage, mené avec une rigueur et une minutie qui forcent le respect.
Véronique Deneuch a comparé ce qui était dit dans les manuels avec les savoirs savants que l'on peut avoir dans ce domaine, en se posant notamment non seulement la question des écarts inévitables, mais aussi de la nature des différences que l'on pouvait enregistrer. Et l'un des acquis le plus solide, et qui ne manque pas de signification, est que les évolutions dans les savoirs savants n'ont eu pratiquement aucun effet dans les manuels. On peut en particulier noter la tendance à la pratique répétitive des éditeurs, de nombreuses erreurs sur l'iconographie, et ce qui est d'en doute le plus important en l'occurrence, une certaine confusion, voire le plus souvent une confusion certaine entre discours historique et discours de foi, en deçà d'ailleurs parfois de certains propos tenus par les exégètes des traditions religieuses concernées. Par ailleurs, Véronique Deneuch a eu la très bonne idée de suivre de très près les évolutions d'ordre pédagogique prescrites tout au long de la période de la Ve République, et plus ou moins mises en œuvre effectivement dans les manuels, en s'interrogeant sur leurs effets éventuels quant au contenu. Son analyse, méthodiquement construite, aboutit à repérer quelques changements mais somme toute assez minces. En définitive, ce qui ressort de l'ensemble de cet important travail, c'est que la permanence l'emporte de loin sur les changements, mineurs, que l'on soit avant ou après les intentions, voire les décisions, proclamées de se préoccuper désormais des faits religieux ou du fait religieux. Et cette permanence est aussi celle plutôt d'un enseignement implicitement religieux, des trois monothéismes, que de celui d'un enseignement effectivement laïque, des faits religieux. Ce qui, on en conviendra, pose pour le moins problème. On est donc conduit, après ce remarquable travail, à se demander encore davantage ce que peuvent bien signifier, en définitive, les appels récurrents à enseigner enfin, les faits religieux ou le fait religieux. Ils déplacent les lignes, ils méritent d'être connus et médités. Claude Lelièvre, professeur émérite d'histoire de l'éducation à la faculté de sciences humaines et sociales, Sorbonne, Université René Descartes. Introduction. Cette recherche a pour point de départ un paradoxe contemporain. Depuis quelques années, il est en effet question d'introduire l'enseignement du fait religieux à l'école. Colloques, émissions, parutions nombreuses relaient dans les médias le débat devenu public. Les programmes de 1996, à l'initiative du ministre François Bayrou, se font l'écho de cette nécessité et disent présenter une nouveauté en introduisant des éléments de culture religieuse et la lecture de textes fondateurs des grandes civilisations. Le journal La Croix du jeudi 2 novembre 1996 propose un article dont le titre est « La religion fait sa rentrée dans les manuels ». Jean Delumeau, lors du séminaire sur l'enseignement du fait religieux de novembre 2002, confirme « C'est avec raison qu'à la suite du rapport Joutard on a introduit l'histoire du fait religieux dans les programmes scolaires 1. » Pourtant, malgré ces orientations affichées dans les programmes, le 18 février 2005, lors du débat parlementaire sur la loi d'orientation pour l'avenir de l'école, Jean-Pierre Brard, député communiste du département de Seine-Saint-Denis, propose l'amendement numéro 136 qui dit « L'enseignement du fait religieux est présent de manière diffuse dans les programmes de nombreuses disciplines, histoire, lettres, arts plastiques ou musique, et il peut inscrire facilement en langue et en philosophie, mais il n'est toutefois ni clairement défini ni réellement structuré. Dans le monde d'aujourd'hui où le fait religieux marque tout à la fois l'actualité en permanence et constitue l'un des accès à la culture comme aux arts, cette situation ne peut être jugée satisfaisante. Il suggère donc, dans le respect de la liberté de conscience et des principes de laïcité et de neutralité du service public, d'organiser dans l'enseignement public la transmission de connaissances et de références sur le fait religieux et son histoire. Cet amendement est approuvé par le ministre de l'Éducation nationale, François Fillon, et voté dans le cadre du rapport annexé à la loi par des députés de toute sensibilité politique de le socle commun de connaissances et de compétences, adopté par l'Assemblée nationale en février 2005, intègre l'enseignement du fait religieux dans les programmes scolaires. Les programmes de 2008 pour le collège préconisent clairement pour le thème de l'émergence des trois monothéismes, l'étude des principaux éléments de croyance et des textes fondateurs mis en perspective dans le cadre politique et culturel qui fut celui de leur élaboration. Mais, tout récemment, une quarantaine de députés UMP ont déposé une proposition de loi tendant à renforcer les cours d'instruction civique et à instituer un enseignement du fait religieux 3. Dans l'exposé des motifs, le texte dit
Elle a pour objectif d'instituer un enseignement dans le cadre scolaire des religions et de leurs pratiques. L'apparition de la burqa en France traduit l'émergence d'une conception de la femme qui est étrangère à notre République et à ses valeurs. Elle peut exprimer un rejet ou une méconnaissance de notre culture. Pour éviter ce phénomène de refus ou inversement, de stigmatisation, il est nécessaire de permettre une meilleure connaissance des religions présentes en France. L'article L311A4 précise : les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures et des religions représentées en France. Cette insistance sur les 20 dernières années pose donc les questions suivantes. Pourquoi parler d'introduire le fait religieux dans les récents manuels de la Ve République ? Faut-il penser que cette insistance est liée à sa disparition ? Pourtant, la recherche menée en Master 2 a montré qu'un certain nombre de questions religieuses sont présentes dans les programmes et les manuels 4, principalement d'histoire, depuis fort longtemps, et ceci aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement primaire. Le premier objectif va donc être de vérifier la présence ou l'absence du fait religieux dans les manuels, sur une longue période. S'il n'y a pas disparition, y a-t-il eu appauvrissement, remaniement ou détournement ? Quelles évolutions sont repérables dans les manuels ? Si le fait religieux a toujours été présent, il est intéressant de voir comment il est abordé dans les manuels de la Ve République, puisque les injonctions d'introduire son enseignement sont renouvelées, traduites avec une insistance toute particulière dans les programmes de 1985 et réaffirmées dans les programmes de 1995 et de 2008. L'objet de la recherche doit être précisé. De quels faits religieux parle-t-on dans les manuels ? Une première lecture des manuels de la Ve République fait rapidement constater que ce sont essentiellement les 3 monothéismes, dans leur contexte d'élaboration, qui sont traités dans les classes de 6e et de 5e du collège, même si les programmes de 1985 et 2009 proposent aussi l'étude des civilisations chinoises et hindoues. Dans un deuxième temps, il s'agit de délimiter un corpus précis. Le choix s'est porté sur les manuels d'histoire du collège de la Ve République, pour les classes de 6e et de 5e, afin de disposer d'un corpus suffisamment conséquent pour les périodes et les niveaux de scolarité définis. La recherche sur une longue période est justifiée par l'idée de repérer les évolutions des contenus des manuels sur les faits religieux. Les auteurs et les éditions ont été choisis parce qu'ils traversent cette période. Le deuxième objectif de cette recherche est de répondre aux questions suivantes. Le fait religieux tel qu'il apparaît dans les manuels reste-t-il le même quels que soient les programmes et les politiques scolaires, ou suit-il les orientations préconisées ? Quels changements ou constantes peut-on constater à propos des contenus des manuels concernant la présentation des 3 monothéismes ? Quelles évolutions sont repérables dans le traitement de cet enseignement, sur une longue période ? Car le manuel est à la fois un support de transmission de connaissances, la conservation de ce qu'une société choisit de dire d'elle-même, la trace enfin des choix des politiques scolaires d'une époque. Il est le reflet des préconisations des programmes, caractérisé par une grande mobilité puisqu'il change tous les 5 ans en moyenne, depuis 1957 à nos jours. Il s'agit donc de voir comment les manuels d'histoire parlent du fait religieux, selon les époques et les orientations des programmes. Il s'agit aussi de s'interroger sur l'écart entre la connaissance scientifique et les contenus des manuels. L'intérêt n'est pas de constater cet écart qui peut paraître évident, mais de voir les évolutions des écarts et quel sens donner à ces évolutions, dans un contexte de connaissances sans cesse réactualisées, grâce aux découvertes archéologiques récentes et aux réflexions tant historiques que théologiques. Les traces du fait religieux dans les manuels vont être relevées à la lumière de la problématique suivante. L'enseignement du fait religieux bénéficie-t-il d'une démarche non confessionnelle, de type scientifique, comme un fait pris dans le courant historique de la vie des hommes, ou bénéficie-t-il d'une démarche plus doctrinale et de type confessionnel ? Autrement dit, les discours des manuels sont-ils à même d'apprendre aux élèves à distinguer ce qui est de l'ordre des croyances et ce qui est de l'ordre de l'histoire ? L'enjeu est important car, pour l'histoire des débuts du judaïsme notamment, les connaissances de base sont abordées en classe de 6e et ne sont pas revues par la suite. La lecture des manuels montre qu'histoire et religion sont étroitement imbriquées. Ainsi, les débuts du judaïsme sont présentés à travers l'histoire du peuple hébreu,
la naissance du christianisme à travers l'histoire de Jésus et les débuts de l'islam à travers l'histoire de Mahomet. Il s'agit donc de s'intéresser aux histoires que développent les auteurs des manuels. Cette trame est constante, même si le document, tant textuel qu'iconographique, prend le relais du texte-auteur sous la Ve République. Les programmes qui se succèdent donnent en effet une place grandissante au document, et la forme des manuels connaît des changements repérables. Le troisième objectif de la recherche s'exprime par l'interrogation suivante. La présentation du fait religieux dans le manuel est-elle sensible aux changements didactiques et pédagogiques que les programmes successifs mettent en place ? In fine, la forme des manuels affecte-t-elle le fond des contenus, notamment doctrinaux, dans les manuels de la Ve République ? Dans une première partie, les cadres de référence institutionnels et législatifs, la méthodologie de la recherche et le corpus de manuels choisis sont exposés. Une deuxième partie propose une présentation de l'enseignement des faits religieux dans les programmes d'histoire, avec, d'une part, l'évolution des programmes d'histoire en général, et d'autre part les préconisations concernant spécifiquement l'enseignement des trois monothéismes. Les évolutions de l'activité de l'élève et de la place du document dans les manuels d'histoire sont analysées. En effet, à partir des programmes de 1957, la mise en activité de l'élève connaît de grandes évolutions, repérables tant dans les programmes que dans les manuels, et parallèlement à la montée en puissance du document au cours des années étudiées. Les questions posées en regard de certains documents dans les leçons, et les fichiers ou cahiers de travaux pratiques des élèves, proposés dès les programmes de 1969, puisqu'il est difficile de savoir ce qu'il en est des pratiques de classe, sont donc aussi objets de recherche. Que demande-t-on d'apprendre aux élèves ? Quelle mise en activité leur est-elle proposée ? Quel type d'exercice ? Quelles questions ? Quelle démarche pédagogique pour l'enseignant ? La nature, les fonctions et spécificités des documents, soit textuels soit iconographiques, dont la place est croissante dans les manuels, et les limites de l'utilisation de ces documents, illustrés par quelques exemples, font l'objet d'une troisième partie. Une quatrième partie, enfin, propose une étude des débuts des trois monothéismes par une présentation des contenus doctrinaux relevés d'une part dans les textes auteurs 5, et transmis d'autre part par les documents textuels qui relaient au fil des programmes les textes auteurs. Ces documents sont des extraits de textes religieux, l'Ancien Testament pour le judaïsme, le Nouveau Testament pour le christianisme et le Coran pour l'islam. Le statut de ces textes religieux dans le manuel d'histoire va donc être exploré. Les manuels utilisant de plus en plus de documents iconographiques, il s'agit aussi de rechercher de quels messages ces documents sont porteurs et quelle place ils prennent dans la transmission des savoirs, notamment doctrinaux, concernant chaque monothéisme. La place du document, support de validation du savoir transmis dans les activités proposées aux élèves, est illustrée par des exemples pour chaque monothéisme. Un relevé 6 des contenus mettant en parallèle, par auteur et édition, les continuités ou les discontinuités repérées dans les phrases et les mots, selon les périodes définies, est proposé. Des commentaires sur les connaissances historiques ou théologiques en lien avec les thèmes choisis, différents selon les trois monothéismes, complètent l'analyse de ces données. L'enseignement du fait religieux, acte du Séminaire national interdisciplinaire des 5, 6 et 7 novembre 2002, Paris, CRDP de Versailles, Col. Acte de la DESCO 2003. 2 Cité in Monsieur ESTIVALEZES, Les religions dans l'enseignement laïque, Paris PUF 2005, page 306. 3 Proposition de loi numéro 2287, enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale, le 5 février 2010. 4 L'enseignement du fait religieux, dans les manuels d'histoire de l'école publique depuis les lois scolaires de 1882 jusqu'à la fin de la 4e République. Mémoire de M2R, sous la direction de M. CLELIEVRE, septembre 2005. 5 Le texte auteur et le corps de la leçon, rédigé par l'auteur ou les auteurs du manuel, y compris les résumés et les légendes. 6 La présentation initiale en tableau n'a pas pu être conservée dans cet ouvrage. Un commentaire accompagné de quelques exemples remplace les relevés. De même, les photocopies de manuels à l'appui de la thèse ont été supprimées. Première partie. Cadre et méthodologie de la recherche. Chapitre 1. Les cadres de la recherche. 1.
Le cadre institutionnel. Pourquoi l'histoire ? Les religions ont toujours tenu une place considérable dans l'histoire de l'humanité. Chaque civilisation a élaboré son propre système de sens, ses croyances et ses pratiques. On ne peut étudier une société sans sa composante religieuse, et l'histoire est la discipline scolaire la plus fortement présente dans l'enseignement des faits religieux. De plus, l'histoire occupe une place particulière dans la tradition culturelle française. Antoine Prost nous dit « Il n'y a guère d'autre pays au monde où elle constitue un enseignement obligatoire dans toutes les sections et toutes les années de la scolarité obligatoire, de 6 à 18 ans 7. » L'enseignement de l'histoire repose sur des objectifs communs aux périodes étudiées. Le premier objectif est moral et civique. L'histoire est conçue comme un recueil d'exemples, de hauts faits méritoires ou condamnables, et l'histoire et la géographie apportent à la fois l'absolu des valeurs et le sens du relatif conduisant à la tolérance 8. Former et éduquer le citoyen pour qu'il puisse connaître le passé, prendre conscience de l'évolution de l'humanité, apprendre à examiner et non pas à croire est une finalité intimement associée au fait que l'histoire est conçue comme un apprentissage de l'esprit critique. Le deuxième objectif est un objectif d'intégration et de socialisation. L'histoire est investie d'une fonction identitaire et d'une vocation à former dès le XIXe siècle des citoyens et des républicains, d'où l'importance accordée à l'histoire nationale. Connaître son histoire, particulièrement à l'école primaire, ancre l'élève dans un légendaire national. Elle transmet un héritage de valeurs constitué autour des grands principes républicains et des droits de l'homme. Le troisième objectif est un objectif intellectuel. Il s'agit de contribuer à la formation intellectuelle de l'élève, de transmettre des savoirs et aussi des savoir-faire, observer, critiquer, appliquer une méthode, démontrer, commenter. L'enseignement de l'histoire a enfin un objectif culturel. Il s'agit de socialiser par la culture ou par le patrimoine, de conserver ce patrimoine et de le transmettre de génération en génération. La finalité patrimoniale est précisée avec les programmes de 1995 qui annoncent en titre des finalités intellectuelles, civiques, patrimoniales et culturelles, comme une synthèse des finalités de l'enseignement de l'histoire depuis le début du siècle. Les programmes de 2008 affichent une orientation culturelle, dans le respect des valeurs partagées, définies dans le socle commun de connaissances et de compétences. Ces objectifs forment un ensemble d'éléments dont aucun n'est jamais oublié, même si la hiérarchie entre eux peut varier. De fait, il existe une relation forte entre les enjeux de l'enseignement du fait religieux et les finalités de l'enseignement de l'histoire. Insistance sur les apports culturels et patrimoniaux des religions, importance des finalités civiques, prise en compte de l'altérité, compréhension du monde contemporain à la lumière du passé, développement de l'esprit critique. Le manuel d'histoire. Le manuel d'histoire est à la croisée de différents pouvoirs, économiques avec une dimension commerciale, sociaux car livrant une certaine image de la société, scientifiques par la transmission de savoir et politiques car ils expriment des programmes. Le manuel est, selon l'expression de Pierre Nora, un lieu de mémoire neuf. Il l'est dans la mesure où, en Occident, la tradition orale, supplantée par la tradition écrite, a vu la transmission des connaissances se faire par le biais d'ouvrages usuels que l'on pouvait avoir avec soi pour les commenter, prendre à la main manuel. Il est aussi lieu de mémoire en tant qu'espace de conservation intentionnelle, sorte de résumé fondamental et peut-être fondateur, des cadres sociaux de la mémoire et de l'imaginaire collectif. S'y trouve collationné l'essentiel de ce qu'une culture, une communauté retient d'elle-même comme étant indispensable à sa définition 10. Le manuel est en même temps une orchestration patrimoniale des représentations, savoirs, compétences techniques et valeurs d'une culture donnée. Il rencontre la politique éducative, côtoie les contenus et les méthodes d'enseignement les plus divers et cohabite avec la société. La plupart des auteurs le disent conforme au programme, soit en couverture de manuel, soit sur la page de présentation. Il traduit plus ou moins librement la lettre ou l'esprit du programme et s'en nourrit nécessairement pour justifier son projet, son interprétation. 6 grands éditeurs se partagent le marché très lucratif de l'édition scolaire et assurent 90% de la production française en 1995, chiffre stable depuis 1990. Le groupe Hachette domine le marché dans le secondaire, avec les rachats des éditions Armand Collin en 1977, Istra en 1992 et Hatier en 1996.
Nathan, appelé Fernand Nathan jusqu'en 2000, et Borda font partie du groupe Ava. Magnard et Albin Michel, et Belin sont encore indépendants. Ce marché représente 13% du chiffre d'affaires du monde de l'édition avec, en 2002, près de 34 millions d'exemplaires vendus 11. Les éditeurs scolaires interprètent librement les programmes, conçoivent et élaborent les ouvrages. Le principe de la liberté des éditeurs dans le choix de la rédaction des manuels date des débuts de la Troisième République. Après un bref retour au temps de l'ordre moral au régime de l'autorisation préalable, l'arrêté du 16 juin 1880 restaure la liberté de choix instaurée auparavant par Duruy. Cette liberté se voit dans les contenus des manuels, qui peuvent montrer des différences au niveau des textes auteurs, alors que des continuités sont repérables au sein d'une même collection. Ces principes de la liberté des éditeurs dans la rédaction des manuels, et de la liberté de choix des professeurs par rapport à l'édition qu'ils utiliseront dans leur classe, datent des débuts de la Troisième République et n'ont été remis en cause que par le régime de Vichy. Les manuels scolaires de collège sont prêtés aux élèves par l'établissement sur crédit d'État depuis 198 512. Cependant, il apparaît que dans certains collèges et lycées, l'insuffisance de manuels, provoquée généralement par la fréquence des changements de programme, oblige les familles à en supporter le coût. Dans les manuels, vont être observés les contenus doctrinaux concernant les trois monothéismes dans les textes auteurs, mais aussi dans les documents, qui prennent une place de plus en plus importante durant les années choisies pour la recherche. Sont analysés d'une part les documents textes, extraits de textes bibliques pour le judaïsme et le christianisme, extraits du Coran pour l'islam et textes d'historiens soit antiques soit contemporains, et d'autre part, les documents iconographiques dont l'utilisation devient massive des manuels de 1957 aux manuels actuels. Les avant-propos des manuels vont aussi faire l'objet d'une lecture attentive. Ces premières pages, quand elles existent, présentent et précisent le projet pédagogique. On y découvre plus qu'un mode d'emploi ou une simple fiche signalétique. Les avant-propos expliquent ou justifient la démarche sur laquelle auteur et éditeur mettent l'accent. Appelées préface, avertissement, avant-propos, ces introductions disent se référer au programme officiel dans les programmes de 1957 à 1977. À partir des années 80, il est toujours question de programme mais de manière plus implicite, l'ajout conforme au nouveau programme apparaissant sur la couverture. Les niveaux de classe et la période choisie. Le choix s'est porté sur les manuels d'histoire de l'enseignement secondaire, pour les classes de 6e et de 5e. C'est en effet dans ces deux niveaux de classe que sont abordés les débuts des trois monothéismes. Selon les programmes et les périodes, les débuts du christianisme et de l'islam sont parfois étudiés en 6e et parfois en 5e. Les débuts du judaïsme sont toujours abordés en 6e et ne le seront plus dans la suite de la scolarité. Le monde musulman et les débuts du christianisme sont, quant à eux, à nouveau abordés en classe de seconde, mais l'objectif est de rechercher une homogénéité de public, en l'occurrence celle des élèves de 11 à 13 ans, dans le cadre d'un même contexte scolaire, le collège. Toute la période étudiée est concernée par la mise en œuvre du collège unique. L'arrêté du 19 juillet 1957, qui concerne les programmes de l'ensemble du cursus secondaire, peut être un bon point de départ pour trois raisons. La première est que l'histoire y est présentée sans rupture ni retour en arrière, de la préhistoire en 6e jusqu'au monde contemporain en terminale. La deuxième raison est que ces programmes sont les derniers de l'enseignement secondaire classique et moderne avant la réforme qui engage structurellement le processus de démocratisation de l'enseignement avec l'ordonnance du 6 janvier 1959. Réforme Berthoin. Ce texte prolonge l'obligation d'enseignement de 14 à 16 ans et donne naissance à l'actuel collège pour tous. La réforme Capelle-Fouché du 3 août 1963 propose une nouvelle organisation de la scolarité qui va rompre la continuité historique. Des programmes spécifiques vont être proposés pour le premier cycle du collège. La troisième raison est que de nombreux manuels sont édités à la suite de ces nouveaux programmes. Il a été aisé de trouver les manuels de la collection Jules Isaac, édités chez Hachette, la principale maison d'édition depuis les débuts du siècle à nos jours, et d'autres manuels chez Nathan et Attier. Ces collections s'inscrivent dans une continuité éditoriale sur les années suivantes. Autant de pistes pour repérer rupture et constante par rapport à l'objet de la recherche. C'est à partir des programmes eux-mêmes et de leur traduction dans les manuels
que s'est fait le choix du découpage de la périodisation de la recherche, qui porte sur 4 grandes périodes. Les années 1957 à 1977 connaissent 3 programmes successifs. Ceux du 19 juillet 1957 et du 7 mai 1963 sont identiques, pour les 2 niveaux de classe choisis. Ceux du 10 septembre 1969 resserrent les contenus abordés de façon à ce que les élèves susceptibles de quitter le collège en fin de 3e parcourent l'histoire de la préhistoire au monde contemporain, mais sans incidence en ce qui concerne le traitement des 3 monothéismes. Les changements sont surtout didactiques et pédagogiques, puisque la notion d'éveil notamment apparaît dans leur libellé. Les années 1977 à 1985, appelées les années d'éveil, sont imprégnées de la volonté de répondre à la curiosité des élèves à l'égard du monde qui les entoure, et de leur apprendre à se situer dans un monde en évolution pour mieux comprendre les problèmes. Les programmes du 17 mars 1977 sont totalement remaniés, dans une continuité avec l'école primaire. Ils mélangent histoire et géographie et proposent l'étude de thèmes suivis tout au long de l'histoire, de la préhistoire à nos jours. Les années 1985 à 1995 sont régies par de nouveaux programmes, avec la réforme Chevènement, suite aux tensions médiatiques et institutionnelles en réaction au programme des années d'éveil. L'arrêté du 14 novembre 1985 propose un recadrage disciplinaire, mais sans grand changement par rapport au contenu et au programme de 1969. Les programmes sont caractérisés par une forte orientation civique. La question est bien de former le citoyen, de faire comprendre à l'élève le monde dans lequel il vit par la connaissance des grandes civilisations. Enfin, les années 1995 à nos jours sont les années où les finalités intellectuelles, civiques, patrimoniales et culturelles de l'enseignement de l'histoire sont clairement affichées. Les programmes du 21 novembre 1996 pour la classe de 6e et du 10 janvier 1997 pour la classe de 5e avec la réforme Bayrou se disent novateurs. Ils introduisent des éléments de culture religieuse, la lecture des textes fondateurs des grandes civilisations et l'étude des documents patrimoniaux, c'est-à-dire appartenant au patrimoine culturel occidental. Les programmes du 15 juillet 2008 précise l'étude des faits religieux dans leur contexte politique et culturel. Le manuel est au centre de cette recherche, mais il faut le replacer dans son contexte. C'est pourquoi ont été aussi consultés des textes de nature diverse. 2. Le cadre législatif. Les textes consultés, programmes officiels et textes divers. Le programme est un texte réglementaire qui sert de référence nationale et propose un cadre structuré composé de finalités, d'objectifs et de notions au large libellé. Les programmes ne sont pas neutres, ils suivent des choix, des moments historiques, des personnalités, des idées. Pendant la première moitié du XXe siècle, une ou plusieurs personnes au sein du cabinet ministériel et de l'inspection générale ont pendant plus de 50 ans élaboré et écrit les programmes, avec consultation d'experts comme Fernand Braudel en 1957. Les programmes sont rédigés, depuis 198-1913, à partir de recommandations du Conseil national des programmes, CNP, par des groupes techniques disciplinaires. Soumis à consultation des enseignants, les projets de programme sont présentés au CNP qui doit donner un avis favorable, puis au Conseil supérieur de l'éducation. Le ministère prend la décision finale, soit entériner les programmes, soit les remettre en chantier. La situation française est paradoxale. Il y a une conception centralisée des programmes, nationaux et obligatoires, mais il n'y a ni manuel d'État ni manuel officiel. Ces programmes sont longtemps nommés plans d'études, ou instructions officielles, dont le terme n'a plus cours depuis 1995. Les autres textes consultés sont les documents d'accompagnement, parfois denses, à destination des professeurs, et les livrets documentaires qui apparaissent entre 1977 et 1980 pour le collège. Les circulaires ou arrêtés portant sur les manuels du second degré, des rapports ou documents du ministère, de l'inspection générale ou des groupes techniques complètent ce champ législatif. Tout au long des années étudiées, sont aussi consultés des enquêtes, des colloques nationaux, des textes d'inspecteurs ou de professeurs, et des revues. Le champ d'investigation est large pour mobiliser un maximum d'informations. La lecture de la presse nationale, principalement quotidienne, a aussi constitué une source précieuse par le biais de sondages d'opinion. Certaines collections, enfin,
comme les bulletins de la Société des professeurs d'histoire-géographie, BSPHG, qui prennent en octobre 1965 le nom d'historien-géographe, font aussi partie des sources documentaires sollicitées. La société devient, en janvier 1975, Association des professeurs d'histoire et de géographie de l'enseignement public, APHG. 7 à Prost, 12 leçons sur l'histoire, Col. Point Histoire, Paris, Le Seuil, 1996, page 17. 8 P. Garcia et J. Leduc, L'enseignement de l'histoire en France, Paris, Armand Collin, 2003, page 274. 9 J.P. Pierron, Le fait religieux au prisme du manuel scolaire, INCOL, La laïcité a-t-elle perdu la raison, op.site, page 113. 10 Ibidem, page 114. 11 MESTIVALEZES, Les religions dans l'enseignement laïque, op.site, page 113. 12 Décret numéro 85A 269 du 25 février 1985 mettant en œuvre les principes à valeur constitutionnelle de gratuité et d'obligation de l'enseignement jusqu'à 16 ans. 13 Loi d'orientation sur l'école. Loi numéro 89A 436 du 10 juillet 1989. Beau numéro 4 spécial du 31 août 1989. Chapitre 2 La méthodologie. 1. L'exploitation des programmes et des manuels. Les évolutions des programmes d'histoire, de la mise en activité de l'élève et de la place du document dans les manuels, sont analysées, afin d'en saisir les orientations didactiques ou pédagogiques et leurs conséquences sur l'objet de la recherche. La consultation des manuels s'oriente dans 2 directions. D'une part, les manuels de différents éditeurs sur une même période et selon le programme en vigueur, d'autre part, les manuels d'une même collection sur une longue période, soumis à plusieurs programmes. Pour une période donnée et régie par un programme, la consultation de plusieurs manuels de maisons d'édition différentes permet d'établir des points communs et des similitudes, des continuités ou des ruptures. L'observation montre ou ne montre pas l'adéquation avec les programmes, les concordances des contenus, l'utilisation commune des documents textuels et iconographiques. L'objectif principal est de comparer ce qui est comparable. Les manuels des débuts de la Ve République font majoritairement partie de la collection Jules Isaac aux éditions Hachette. Le comparatif des manuels au sein de cette maison d'édition a donc été la base du travail de la recherche. Mais certaines continuités dans les manuels d'autres éditeurs, notamment au niveau des documents iconographiques, ayant été constatées, le corpus s'élargit à d'autres maisons d'édition. Tout comme la maison Hachette, les collections Nathan et Attier couvrent les périodes étudiées, des années 1957 à 2008. Les discontinuités involontaires qui apparaissent sont liées soit à l'histoire propre de la maison d'édition, soit aux aléas de la production. La présence ou l'absence de certains éditeurs s'explique par la naissance plus tardive de la librairie, comme Borda qui commence à éditer en 1945. Certains éditeurs, enfin, comme Belin et Magnard, ne produisent pas régulièrement des manuels de collège, préférant s'orienter vers d'autres disciplines. Ils testent leur production sur une classe ou sur un niveau d'enseignement pour s'étendre ensuite ou s'interrompre en cas d'échec. Pour certains auteurs, il n'a pas été possible de comparer sur plusieurs périodes. Mais le choix est justifié par la personnalité de l'auteur. Ainsi, le Larousse 1977, sous la direction de Georges Duby, paraît emblématique des programmes qui en amènent la rédaction. La méthodologie choisie est le relevé systématique des contenus des manuels, dans les textes auteurs d'une part et dans les documents textuels d'autre part, extraits bibliques ou coraniques, textes d'historiens antiques ou contemporains. Les relevés respectent les termes mêmes des manuels, sans correction ou rajout, y compris pour l'orthographe des noms propres ou certaines formulations et tournures de phrases. La même reproduction à l'identique est appliquée pour les notes de bas de page, en ce qui concerne les références des documents donnés par les manuels, et les titres accompagnant les documents. Il s'agit dans un premier temps d'une observation descriptive. Ce que disent les manuels et ce que dit l'histoire ou la tradition religieuse, est développé pour montrer les écarts éventuels entre les discours des manuels et les connaissances historiques, archéologiques et théologiques. Les titres, ce que dit l'histoire, ce que dit la tradition, ce que disent les évangiles, par exemple, ont été retenus malgré l'imprécision de leur formulation. L'iconographie prenant une place de plus en plus grande selon les préconisations des programmes, est aussi objet d'observation,
pour regarder quels sont les choix des auteurs, quelles images on trouve selon les périodes, et là encore repérer les permanences et les ruptures. Les relevés permettent d'observer comment, sur une longue période, sont traités les trois monothéismes dans leur contexte d'élaboration, comment sont présentées leurs doctrines, leurs textes fondateurs, leurs symboles, les figures emblématiques qui les représentent, les pratiques et les rites. L'analyse des données permet de mettre en évidence continuité et discontinuité, décalage ou écart significatif entre les préconisations des programmes concernant de façon générale l'enseignement de l'histoire, et en particulier l'enseignement de la naissance des trois monothéismes, et leur traduction dans les manuels. 2. Le corpus choisi, manuel et auteur. L'ensemble du corpus choisi pour la recherche est constitué de 46 manuels pour le judaïsme et le christianisme, et 32 manuels pour l'islam. Ce corpus est présenté dans la bibliographie sous la forme d'une liste des manuels, selon les programmes 14. Le nombre de manuels inférieur pour l'islam est explicable par le fait que, suite au programme de 2008, les manuels pour la classe de 5e ne seront édités qu'en 2010 et ne font donc pas partie du corpus. Avec les programmes de 1957 à 1977, le manuel d'histoire est rédigé par un nombre limité d'auteurs. Une ou deux personnalités parfois très connues et sollicitées à cause de leur notoriété rédigent les manuels, avec un collègue et co-auteur pour la plupart. Le nom sert de tremplin et de faire-valoir pour la collection, et symbolise celui qui la dirige. Le choix de la période place la collection Malé Isaac, aux éditions Hachette, au cœur de la recherche, avec la collaboration d'une équipe de professeurs de lycée. Alfred Weller est historien, président du comité de rédaction des cahiers pédagogiques du Centre international d'études pédagogiques de Sèvres et proviseur du lycée expérimental de Montgeron au début des années 1950, après avoir été professeur au lycée Henri IV en 1938. Gaston Dèze est d'abord professeur au lycée de Poitiers en 1938, puis inspecteur de l'Académie de Paris en 1955. André Alba est professeur agrégé au lycée Henri IV. La collection continue jusqu'aux années 70, après la disparition de Jules Isaac en 1963. Comme pour achever ce long chemin, une édition en livre de poche est proposée en 1991 et diffusée très largement, y compris dans les rayons des grandes surfaces. Toujours chez Hachette, les manuels d'Antoine Bonifacio et Paul Maréchal font aussi partie du corpus, sans la caution de Jules Isaac. Mais Antoine Bonifacio apporte aussi sa contribution au manuel de terminale, en collaboration avec André Alba, dans les années 60. Outre les liens professionnels, des liens d'amitié unissent tous ces auteurs et Jules Isaac ne manque pas de les remercier dans ses avant-propos, qu'il signe de son nom jusqu'au programme de 1957. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur André Alba qui a bien voulu se charger de ce nécessaire rajeunissement en harmonie avec les nouveaux programmes de 195 715. Ou encore, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Monsieur Gaston Dèze qui a bien voulu se charger de ce nécessaire rajeunissement 16. Parallèlement à sa carrière d'auteur de manuels, Jules Isaac fait partie de la SPHG 17, créée en 1910 par 188 professeurs dont 43 enseignent dans des lycées parisiens. Il collabore aussi avec l'équipe d'inspecteurs qui lance en 1938 le périodique L'Information historique et en devient le co-directeur aux côtés d'Albert Trou, professeur au lycée Voltaire, puis inspecteur en fonction avant 1940. Ce dernier, ardent défenseur de l'histoire locale, lancera sa collection aux côtés de Louis Gauthier aux éditions Dessin au début des années 1960. Au début de la Ve République, quelques collections nouvelles apparaissent, mais dans l'ensemble, l'édition scolaire peine à se remettre de la Seconde Guerre mondiale. Aux éditions Attier, sont consultés les manuels de la collection Victor-Lucien Tapier qui a été professeur à la faculté de Besançon, et co-directeur de la Croix en collaboration avec Louis Armand. En 1958, ce dernier est professeur à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand alors que Victor-Lucien Tapier est professeur de lettres à la faculté de Paris. Sont associés à cette collection les auteurs Lucien Genet, Maurice Doron et Jean Devis pour la classe de 5e. Dans les mêmes années, Louis Armand est aussi publié avec d'autres co-auteurs comme Lucien Genet, professeur au lycée Louis-le-Grand puis inspecteur général de l'instruction publique, et Maurice Doron, professeur agrégé. Louis Armand collabore aussi avec André Bossuat, son collègue,
professeur aussi à Clermont-Ferrand. La Maison Nathan confie sa collection, pour le collège et le lycée, à Jean Monnier. D'abord agrégé de l'université et professeur dans le prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris, cet auteur signe les manuels de 1964 en tant qu'inspecteur général. Sont enfin consultés les manuels de la Maison Masson avec 2 auteurs. Pierre Allinck et Maurice Brunet collaborent pour une collection destinée aux écoles primaires supérieures et petites classes de lycée et collège, du Front populaire au programme de 1957. En 1938, Pierre Allinck est professeur au lycée Buffon et Maurice Brunet professeur à l'école Turgot. En 1942, nous retrouvons Pierre Allinck au lycée Saint-Louis. En 1957, Pierre Allinck est professeur agrégé du même établissement, et l'école Turgot est devenue lycée Turgot où exerce toujours Maurice Brunet. Avec les programmes de 1957, ces 2 auteurs écrivent des manuels à la fois pour la classe de 6e et pour la classe de 5e. Avec les programmes de 1963 et 1969, un groupe encore restreint intervient dans la rédaction des manuels. Un 3e nom s'associe parfois aux auteurs de la même collection. La continuité de la collection Isaac est assurée en 6e par Gaston Dèze et Alfred Weller qui collaborent en 1964 avec Jean Mathieix, professeur au lycée Louis-le-Grand, que l'on retrouve chez le même éditeur en 1971 pour la classe de 5e, associé à Claude Gauvard, agrégé de l'université. Leurs manuels sont toujours édités sous le titre Collection Isaac, même si ce dernier n'est plus nommé comme auteur. André Alba, dont le dernier manuel pour la classe de 5e paraît en 1958, signe l'avertissement du manuel de Gaston Dèze et Alfred Weller de 1964 pour la classe de 6e. Les derniers manuels d'Antoine Bonifacio et Paul Maréchal, toujours chez Hachette, datent de 1963 pour la 6e et 1964 pour la 5e. Certains auteurs comme Pierre Milza et Serge Berstein, édités par Nathan en 1971, ne sont pas fidèles à la même maison et produisent parfois des manuels pour un niveau de classe différent. Après la réforme Abi, ils sont édités par Hatier pour la collection initiale destinée aux lycéens. Agrégé d'histoire, docteur ès-lettres et professeur émérite des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, Pierre Milza est un spécialiste de l'Italie contemporaine et plus précisément du fascisme. Serge Berstein est un historien français spécialiste de la Troisième République. Docteur ès-lettres, il enseigne à l'Institut d'études politiques de Paris. Tous 2 sont auteurs de nombreux ouvrages historiques qui font autorité dans le milieu universitaire. Les programmes Abi mis en place après 1977 modifient radicalement la situation. La juxtaposition de l'histoire et de la géographie dans le même ouvrage, l'ajout de l'économie et de l'éducation civique, la modification des programmes qui imposent à la fois un rythme plus rapide et des contenus allégés amènent à solliciter un plus grand nombre d'auteurs, parfois même jusqu'à 10. Georges Duby signe une collection chez Larousse, et collabore avec Marc Guidet agrégé de géographie et Michel Pierre agrégé d'histoire. Jean Mathieix conçoit et dirige en 1977 une collection avec 3 autres professeurs de lycée. Lucien Pernet et Marcel Ballest, professeurs au lycée Henri IV, et René Blanchon. Chez Borda, l'équipe est animée par Marc Vincent, agrégé d'histoire pour l'édition de 1977, et par Janine Guigne, agrégée et inspectrice d'académie à Paris pour l'édition de 1981 en 6e et 1982 en 5e. Chez Nathan, l'équipe est renouvelée avec des noms nouveaux qui ne seront plus sollicités par la suite. Chez Hatier, la collection est dirigée par Jean Brignon, inspecteur pédagogique régional à Versailles, avec notamment la collaboration d'André Ménard, agrégé de géographie. À partir de ces programmes, en raison d'une part, du grand nombre de collaborateurs pour chaque manuel, et des apostrophes, d'autre part, de la généralisation de ce choix pour les manuels ultérieurs, la bibliographie consacrée aux manuels consultés cite uniquement les directeurs de collection et les collaborateurs qui à leur tour dirigent aussi une collection comme Jacques Marseille chez Nathan ou Marie Stern chez Borda à partir des années 1985. Les manuels sont rédigés par des équipes collectives constituées par des professeurs de collège ou de lycée, certifiés ou agrégés, et des inspecteurs pédagogiques régionaux. Leur nombre peut être conséquent pour certaines collections. Par exemple, chez Magnard en 1986, 16 enseignants collaborent pour le manuel de 6e, dirigé par Alain Bernard et Michel Roche, avec la collaboration de scientifiques.
Dans certaines collections, les équipes se partagent la partie histoire et la partie géographie. Les noms des collaborateurs sont présentés en 2 colonnes. Janine Guigne dirige la collection Borda pour la classe de 5e, Rémi Knafou celle de Belin et Jean-Michel Lambin celle d'Hachette, Jacques Marseille et Gérard Hugoni collaborent chez Nathan. Avec les éditions de 1995, les rédacteurs forment des équipes hétérogènes, qui changent selon les éditions. Les professeurs de collège, de lycée ou d'université, agrégés ou certifiés, sont parfois plus de 10 pour un manuel, se répartissant l'histoire et la géographie. Les éditeurs font appel à des professeurs d'IUFM 18, des maîtres de conférences, des professionnels de la presse jeunesse. Chez Hatier, la collection est dirigée par Martin Hivernel, professeur d'histoire et géographie en lycée. Chez Belin, Rémi Knafou, agrégé de géographie et professeur à l'Université Paris 7, et Éric Chaudron, agrégé d'histoire et professeur à l'IUFM de Nice, s'associent pour les classes de 6e et 5e, avec la collaboration de Valérie Zanghellini pour le Belin de 1997, Vincent Adoumier, agrégé d'histoire et de géographie pour la classe de 5e, et Jean-Michel Lambin pour la classe de 6e, continuent leur collaboration avec les éditions Hachette. Borda confie la nouvelle édition à Alain Barbe, professeur à l'IUFM de Rouen. Chez Magnard, Vincent Doublet dirige la rédaction des manuels 1996 et 2000. Jacques Marseille, agrégé d'histoire et professeur à la Sorbonne, dirige la collection Nathan, alors que, chez le même éditeur, Gérard Hugoni collabore avec Marie Stern pour la classe de 5e. Avec les nouveaux programmes de 2008, certaines maisons changent leurs équipes rédactionnelles. Borda est dirigé par Olivier Loubès, agrégé d'histoire et professeur en lycée, et Jean-François Leborgne, agrégé de géographie. Nathan collabore avec Anne-Marie Hazard-Tourillon et Armel Fellahi, toutes 2 agrégées d'histoire. Vincent Adoumier reste à la direction de la collection Hachette. 14. Les tableaux récapitulatifs mettant en évidence les titres des manuels n'ont pas été gardés dans cet ouvrage. 15. J. Isaac, avant-propos, manuel de 5e, Hachette, 1958. 16. J. Isaac, avant-propos, manuel de 6e, Hachette, 1958. 17. Société des professeurs d'histoire et de géographie. 18. Institut universitaire de formation des maîtres. DEUXIEME partie. Évolution des programmes d'histoire et traduction dans les manuels. Cette deuxième partie s'attache dans un premier chapitre aux évolutions des programmes successifs d'histoire et de leurs orientations générales. La place grandissante accordée à l'enseignement des faits religieux à l'école, et en particulier celui de la naissance des 3 monothéismes, dans les classes de 6e et 5e du collège, fait l'objet d'un paragraphe pour chaque programme. Avant les programmes de 1985, l'enseignement des faits religieux ne connaît pas d'insistance ou de préconisation particulière de la part des concepteurs. Il n'y a pas d'orientation précise par rapport au traitement des 3 monothéismes, considérés comme des composantes d'une civilisation dans laquelle ils naissent et se développent. Judaïsme, christianisme et islam sont présentés comme des faits de civilisation, tout comme les religions des autres civilisations de l'Orient ancien, Égypte, Grèce ou Rome. À partir de 1985, l'enseignement des faits religieux est de plus en plus clairement annoncé et précisé, à la fois dans les programmes les concernant, et à la fois dans les documents d'accompagnement à destination des professeurs. Le second chapitre concerne les évolutions de la mise en activité des élèves, elle-même étroitement associée à l'utilisation du document. Le couple mise en activité document est illustré par des exemples relevés dans les manuels, extraits des chapitres qui traitent des débuts des 3 monothéismes. Ces évolutions sont présentées en 3 sous-chapitres. Le premier sous-chapitre présente les évolutions, depuis les programmes de 1957 jusqu'au programme de 1977, avec les préconisations pour les méthodes dites actives. Le document d'abord illustratif devient démonstratif. Le second sous-chapitre regroupe les programmes de 1977 et de 1985, et dégage les orientations vers l'initiation à la méthode historique, dont la traduction est la démarche de l'historien dans les manuels. Le document est majoritairement démonstratif et devient document-outil dans les exercices proposés. Le troisième sous-chapitre couvre la période des programmes de 1995 à 2008 et montre l'insistance sur les savoir-faire. Le document, censé être au centre de la construction de l'histoire,
est multifonctionnel et prend une place très importante, notamment le document iconographique, avec les préconisations sur l'enseignement de l'histoire par les œuvres d'art dans les programmes de 2008. Chapitre 1. Évolution des programmes d'histoire et place des trois monothéismes dans les programmes. 1. Les années 1957 à 1977, la continuité. Le choix de cette périodisation, qui connaît trois programmes successifs, est justifié par le fait que l'étude des manuels d'une même collection au cours de ces 20 années montre une permanence des textes auteurs. La collection Mallet-Isaac est emblématique de ce point de vue. Les contenus montrent très peu de changements d'un manuel à l'autre pour le même auteur. De plus, la permanence des contenus est déjà lisible dans les manuels des programmes antérieurs à la Ve République. Enfin, lorsque les programmes changent, les contenus sont conservés, même si l'auteur et le niveau de classe changent. Ces constats peuvent s'illustrer avec l'exemple du manuel de Dez et Weller 1938, pour la classe de 6e et pour le christianisme. Les textes auteurs se retrouvent dans les éditions de 1958 et 1964, pour la classe de 5e, sous la plume d'Alba. Puis, le manuel de Dez et Weller pour la classe de 6e, en 1975, reprend les mêmes contenus. Les changements sont surtout des changements de forme, liés à une présentation plus aérée, avec des paragraphes distincts, des titres et des documents en marge à partir de 1964. La remarque est valable pour d'autres collections. Par exemple, les manuels Attier de 1960, 1963 et 1970 pour la classe de 6e gardent des contenus strictement identiques. Même texte auteur au mot près, même document simplement parfois changé de place et même question. Les auteurs en sont Armand et Genet en 1958. Les deux mêmes auteurs collaborent avec Doron pour le manuel de 1970. Pour la classe de 5e, Doron s'associe à Devis en 1961 et 1964 sous la direction de Tapier et Genet. Les contenus des manuels, malgré le changement d'auteur et le changement de niveau de classe, sont rigoureusement identiques. Enfin, les deux Nathan 1957 et 1963 pour la classe de 6e sont eux aussi semblables. La seule différence est le remplacement du sommaire de 1957 pour la leçon sur le judaïsme. Le manuel de 1964 propose un résumé, dans un cadre coloré appelé « Retenons » à la fin de chaque partie de chapitre, qui reprend les paragraphes du sommaire. Les textes auteurs et les documents choisis ne changent pas. La préface justifie ce choix didactique. Nous avons cru bon de présenter une édition nouvelle du premier volume de cette collection. Notre but est toujours le même, concilier une information sérieuse avec une exposition très simple. Aussi bien s'agit-il d'une mise au point de l'ancien volume, et non d'un ouvrage vraiment nouveau. Le texte lui-même a été peu remanié 19. Ce constat permet de faire l'hypothèse que les auteurs de manuels ne font que répéter des schémas bien souvent arrêtés aux prises de position des initiateurs de l'école laïque et républicaine. De plus, on peut penser que pour des raisons économiques, les auteurs se contentent de puiser dans le fond documentaire de leur collection. Les nouveautés sont liées aux préconisations des programmes eux-mêmes, d'où des modifications concernant d'une part l'activité des élèves avec une montée en puissance de la mise en activité de l'élève, et d'autre part l'utilisation de plus en plus généralisée du document, soit textuel soit iconographique. La traduction de ces changements est une évolution dans la présentation des manuels, les auteurs se disant fidèles à l'esprit des programmes, toujours cités en couverture ou présentés en même temps que le sommaire. A. Les programmes du 19 juillet 1957. L'école voit la fin de la dualité primaire-secondaire publique. Elle passe d'une organisation par ordre du primaire, du secondaire et du technique, à une organisation par degré, école élémentaire, collège, lycée. La réforme Berthoin du 6 janvier 1959 porte l'obligation scolaire à 16 ans révolus, pour les enfants qui atteindront l'âge de 6 ans à partir du 1er janvier 1959. Chaque classe d'âge est amenée à suivre au moins le premier cycle de l'enseignement secondaire dans les collèges d'enseignement secondaire, ou C, créés en 1963 par la réforme Capelle-Fouchet. Les élèves ont désormais tous vocation à aller au collège. Il devient moins nécessaire de leur donner en amont, à l'école primaire, toutes les connaissances disciplinaires qui paraissaient indispensables quand la grande majorité d'entre eux allaient, au mieux, jusqu'au certificat d'études.
En 1957, le parcours chronologique complet en premier cycle, déjà abandonné de 1925 à 1938 et de 1941 à 1944, l'est encore une fois. On étudie l'Orient ancien et la Grèce en 6e, Rome et le Moyen-Âge jusqu'en 987 en 5e. L'enseignement public, dans les programmes de 195 720, transmet une culture générale imprégnée de références religieuses, empruntées aux mythologies gréco-latines, mais aussi en grande partie au christianisme, par les langues anciennes et les auteurs classiques de la littérature française. En amont de ces programmes, les instructions de 195 621 se font l'écho des instructions générales du 10 décembre 195 422 concernant l'enseignement de l'histoire dont le champ est élargi dans sa conception même. L'histoire en effet n'est plus seulement politique, diplomatique ou militaire mais englobe désormais l'analyse des faits économiques et sociaux, la description des civilisations et des cultures. Les objectifs humanistes de l'enseignement de l'histoire sont réaffirmés. Or, quelle discipline pourrait mieux que l'histoire procurer ce que les instructions du 10 décembre 1954 appellent, si justement, l'organisation d'une culture humaniste? N'est-elle pas la seule en mesure d'opérer la synthèse de tous les apports fournis par l'ensemble de ces sciences humaines? L'impossibilité de son remplacement apparaît vraiment indiscutable dès qu'il s'agit d'étudier, avec les garanties que donne seule l'observation des phénomènes révolus et des séries terminées, l'homme en société, tel que s'efforce de l'appréhender une histoire devenue totale, étant bien entendu, selon la réflexion de Marc Bloch, et c'est bien pourquoi le mot humanisme continue entièrement ici de convenir, que l'histoire de la société ne saurait être autre chose qu'un produit des consciences individuelles. Le respect de la continuité historique est maintenu, la trame des événements comme celle du développement des civilisations est continue, le respect de cette continuité n'a pas cessé pour nous d'être un principe fondamental. Les finalités intellectuelles de l'enseignement sont aussi le fil rouge que les professeurs doivent suivre, car il s'agit bien de permettre à l'élève de penser clairement, afin que l'esprit soit pénétré de ce sens du relatif, autrement dit de ce sens critique, grâce auquel les problèmes posés dans le présent par les relations humaines apparaissent, et en grande partie par la vertu même du recul, dans toute leur complexité et peuvent être exactement situés. Les finalités civiques de l'enseignement de l'histoire permettent à l'élève d'éprouver ce sentiment de la continuité du devenir humain, de la solidarité des générations, Il s'agit donc bien, comme depuis le début du siècle, de former des citoyens. Les instructions enfin précisent le cadrage de l'enseignement de l'histoire. Il a été établi en fonction de deux préoccupations. Ne pas concentrer l'attention de manière exagérée sur l'histoire de France tout en lui maintenant sa juste place, accorder une place aussi large que possible aux faits de civilisation. Les objectifs pédagogiques ne sont pas oubliés car il faut donner aux élèves le goût de la lecture de l'histoire. La lecture de textes historiques, si indispensable pour former le lecteur à la réflexion critique, devra mettre en garde le lecteur contre tout ce qui, livre ou film, constitue à proprement parler des contrefaçons de l'histoire. Place des trois monothéismes dans les programmes. Le judaïsme est présenté en classe de 6e au premier semestre dans un grand chapitre intitulé « Les grandes civilisations de l'Orient méditerranéen », replacées dans leur cadre chronologique et géographique. C'est la civilisation des Hébreux qui est présentée aux élèves, entre la civilisation mésopotamienne et la civilisation des peuples de la mer, crétois et phéniciens. Le christianisme est traité en classe de 5e au second trimestre dans un grand chapitre intitulé « Rome sous l'Empire », 29 avant JC et 395 après Jésus-Christ, sous le titre « Les débuts du christianisme ». Sa naissance est donc incluse dans l'évolution générale de l'histoire et de la civilisation romaine où il paraît en constituer un élément parmi d'autres. L'islam est présenté en classe de 5e au 3e trimestre dans un grand chapitre intitulé « Les débuts du Moyen Âge jusqu'en 987 » sous le titre « L'Empire et la civilisation arabe ». Les religions sont abordées comme une composante d'une civilisation donnée. Ainsi, les cultes romains existants à l'époque de Jésus font l'objet d'un chapitre parfois important, et ce jusqu'au programme de 1977, avec des titres différents. Les religions orientales dans l'Empire romain, chez Nathan.
La grande vogue des religions orientales, chez Alba, Les religions orientales, chez Bonifacio et Maréchal. Tous les manuels donnent une place à la religion pour chaque civilisation abordée, en présentant les dieux, les croyances et les rites, les textes comme les mythes, les documents textuels ou architecturaux caractéristiques. Deux choix sont faits par les manuels. Soit les auteurs choisissent de présenter histoire et religion dans des chapitres bien séparés, avec des titres comme La religion des Hébreux pour Nathan et Attier, ou L'enseignement de Jésus pour Hachette. Pour l'islam, Attier propose un paragraphe intitulé L'islam. La collection Hachette, les auteurs Alink et Brunet présentent un paragraphe intitulé La religion musulmane. Soit la doctrine religieuse fait partie de l'histoire. Par exemple, l'histoire des Hébreux et leur religion sont intimement mêlées dans le texte auteur des manuels Hachette. Alink et Brunet présentent la vie et la prédication de Jésus-Christ, en un même paragraphe, et Nathan, le Christ et son enseignement. Ces choix restent les mêmes jusqu'au programme de 1977. B. Les programmes du 7 mai 1963. L'enseignement de l'histoire-géographie bénéficie de 2h30 pour les classes du premier cycle, par l'arrêté du 2 juin 1960. Le système du parcours chronologique complet en premier cycle n'est pas rétabli en 1963. Les contenus des programmes 23 sont les mêmes qu'en 1957. Quelques changements sont apportés pour la classe de 5e, notamment la prolongation jusqu'en 1328, qui amène les élèves à étudier le monde féodal. La modernisation de l'enseignement modifie la nature du public scolaire et agit, en contre-coup, sur la hiérarchie des disciplines en contribuant à une marginalisation des disciplines littéraires et des humanités classiques au bénéfice d'une montée en puissance des mathématiques et des disciplines scientifiques en général. Les effets s'en font sentir sur l'histoire. Objet de critiques de plus en plus virulentes, l'histoire enseignée subit le discrédit général qui affecte les disciplines dont l'apprentissage est fondé essentiellement sur une base mnémonique. La progression de l'intérêt pour les expériences pédagogiques en ces années 1960 remet en question frontalement le caractère exclusivement magistral de l'enseignement de l'histoire. Mais ceux qui suggèrent de réformer les contenus, comme Suzanne Citron ou Jean Lecuir, regroupés avec d'autres historiens sous le nom d'enseignement 70, ne sont pas entendus malgré les journées d'études sur l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'instruction civique du 10 au 14 décembre 1968 au Centre international d'études pédagogiques de Sèvres. Place des trois monothéismes dans les programmes. En ce qui concerne les trois monothéismes, les élèves de 6e étudient l'Orient et la Grèce, et donc le judaïsme au premier semestre. Les élèves de 5e, Rome et le Moyen-Âge, jusqu'en 1328, avec le christianisme au premier semestre et l'islam au second semestre. La périodisation en classe de 5e est rallongée jusqu'en 1328, incluant le monde féodal. Le traitement des trois monothéismes reste inchangé. La présentation des manuels est la même qu'avec les programmes précédents. C'est les programmes du 10 septembre 1969. L'arrêté du 10 septembre 196-1924 institue les nouveaux programmes d'histoire, de géographie et d'instruction civique des classes du premier cycle du second degré. Les 4 classes du premier cycle et les 4 périodes canoniques coïncident exactement. En classe de 6e, les élèves étudient l'Antiquité avec l'Orient, la Grèce et Rome. En classe de 5e, ils étudient le Moyen-Âge. Le découpage temporel par trimestre ou semestre n'est pas indiqué comme dans les programmes antérieurs. Les programmes précisent, les élèves du premier cycle sont des adolescents caractérisés dans leur ensemble, par une intelligence encore très concrète, une vive curiosité, une ardente imagination, une excellente mémoire. On peut dire que c'est l'âge historique par excellence, non seulement parce que l'adolescent, s'il est intéressé, est capable de beaucoup travailler et de beaucoup apprendre, mais aussi parce que, s'identifiant au personnage historique, il pénètre au plus vif du passé. Il vit dans le passé, où il peut tout, de préférence au présent, où il est considéré comme bien peu. C'est l'âge où l'on est naturellement et successivement, chevalier ou châtelaine, mousquetaire ou dame de cour, révolutionnaire ou chouan 25. Le professeur est invité à s'appuyer sur les qualités naturelles de l'élève, qui devient acteur de ses apprentissages. Le mot « éveil » apparaît en 1968 à 1969 dans les grilles horaires. L'arrêté du 9 octobre 1968 fixe l'horaire des 6e à 14 à 15 heures pour les matières fondamentales, français, mathématiques, langue vivante, 2 heures pour le reste allant aux matières d'éveil.
Ces dernières comprennent l'étude des milieux naturels et humains, avec l'histoire et la géographie, l'instruction civique, les sciences d'observation et les travaux expérimentaux. S'y ajoute l'éducation artistique avec le dessin, l'éducation musicale et les travaux manuels. L'expression « discipline d'éveil » est reprise à propos des horaires de la classe de 5e en 1969 et pour toutes les classes du collège en 1972, mais, en dehors des indications horaires, aucun texte officiel définissant l'éveil n'est publié. L'Inspection générale d'histoire et géographie continue à rédiger les programmes et les instructions de mise en œuvre. Le doyen en est Louis-François de 1967 à 1973. Il anime aussi les journées d'études du Centre international d'études pédagogiques de Sèvres. Le collège devient le dispositif central de l'orientation, notamment au niveau du premier cycle. Les tenants de la rénovation pédagogique font émerger l'idée que le cloisonnement disciplinaire est excessif, et que l'enseignement tant au primaire que dans le début du collège doit avant tout développer des capacités, des savoir-faire, avec une meilleure compréhension globale du monde. Une certaine liberté pédagogique est proposée aux équipes de professeurs. Le programme ne fixe pas la liste des dates qu'il convient de choisir avec discernement et parcimonie dans l'énorme chronologie de l'histoire. Il appartient aux équipes de professeurs de l'établir en libre discussion, quitte à en délibérer, le moment venu, avec l'inspecteur général ou l'inspecteur pédagogique régional. Le professeur est lui aussi libre de ses choix pédagogiques au sein de sa classe. S'il convient de présenter l'ensemble de la fresque historique correspondant au programme et d'aborder les principaux thèmes indiqués, le professeur conserve, à l'intérieur de ses grandes rubriques, en fonction des intérêts et du niveau de la classe, toute liberté de choix. Si certains professeurs sont tentés par la démarche des thèmes, c'est-à-dire des tableaux de civilisation choisis à des moments divers du passé, l'élément temporel n'étant plus fourni que par les contrastes entre les tableaux successifs, ils pourront faire preuve d'initiative en dehors des sentiers battus, mais en assumant toutes leurs responsabilités d'éducateurs et en acceptant le contrôle de l'inspection intéressée par tout progrès possible de l'enseignement. Place des 3 monothéismes dans les programmes. Les programmes étant modifiés, les élèves étudient judaïsme et christianisme en classe de 6e et islam en classe de 5e. L'avertissement de la collection. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.